Voilà les explications pour la nouvelle subvention. Mais donc, il y a une nouvelle subvention, mais il y a également des nouvelles règles qui vont s'appliquer à partir du 1er janvier 2022. Donc, l'ensemble des décisions APE dont vous bénéficiez actuellement prendront fin et elles seront remplacées au 1er janvier par une nouvelle décision. J'insiste, une nouvelle décision et pas plusieurs. Et donc, si vous bénéficiez de plusieurs décisions APE actuellement, la nouvelle subvention sera reprise dans une seule décision d'octroi qui intégrera le montant des subventions liées à chaque décision APE dont vous bénéficiez avant l'entrée en vigueur de la réforme. Cette nouvelle décision d'octroi, elle fixera pour chaque employeur le montant de la nouvelle subvention, mais également le volume de l'emploi pérennisé qu'il conviendra de respecter, le volume global de l'emploi de référence qu'il conviendra de respecter, et le cas échéant, le nombre maximum de travailleurs pouvant être occupés dans un établissement situé à Bruxelles. J'ai déjà évoqué le cas des travailleurs occupés à Bruxelles. Donc, ils pourront continuer à être occupés à Bruxelles. Le montant de la subvention dont ils bénéficiaient lié au point est intégré dans la réforme. Pour les réductions de cotes, elles sont toujours à charge de la région bruxelloise. Donc, on pourra toujours occuper des travailleurs à Bruxelles. Mais par contre, on va fixer le nombre maximum de travailleurs qui peuvent être occupés à Bruxelles sur base de la situation à la veille de la réforme. Donc, si vous aviez avant la réforme 4 travailleurs qui étaient occupés à Bruxelles, demain, ces 4 travailleurs pourrez continuer à les occuper à Bruxelles, mais vous ne pourrez pas occuper plus de travailleurs à Bruxelles que le nombre maximum de 4 équivalents temps plein. On va passer à la dia suivante. Alors, demain, comme je l'ai dit, sous réserve du contrôle du coût, l'employeur bénéficiera de 100% de sa subvention annuelle et qui ne sera plus lié aux états de prestation. Donc, c'est 100% de la subvention qui sera liquidée, d'ailleurs en 4 tranches qui seront payées de manière anticipative et forfaitaire, correspondant à 25% du montant total de la subvention. Et donc, ce montant sera garanti à 100% à condition que l'employeur respecte le volume de l'emploi pérennisé, qui correspond au nombre minimum de travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée, je vais y revenir, et que par ailleurs, il respecte également le volume global de l'emploi de référence, qui lui ne concerne pas spécifiquement les travailleurs APE, mais concerne l'ensemble des travailleurs, tout poste confondu, qu'ils soient travailleurs APE, fonds propres ou travailleurs partiellement financés par d'autres subventions, éventuellement fonctionnelles. Et donc, l'employeur sera tenu de respecter ces deux volumes de l'emploi, et lorsque c'est le cas, il aura 100% de sa subvention annuelle. Dia suivante. Alors, au regard de l'importance de ces deux volumes de l'emploi, je vais bien évidemment revenir sur ceci de manière plus précise. Donc, le volume de l'emploi pérennisé à respecter, qu'entend-on par là? Le volume de l'emploi à respecter, c'est le nombre minimum de travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée, travailleurs APE. Ce nombre, il est égal au nombre minimum d'équivalents temps plein octroyé tel qu'il est fixé dans les décisions APE en vigueur au 30 septembre 2021. Si vous avez une décision qui prévoit l'octroi, exemple virtuel, de 40 points pour 5 équivalents temps plein minimum, le volume de l'emploi à respecter, le volume de l'emploi pérennisé à respecter sera de 5 équivalents temps plein minimum. Donc, c'est donc le nombre d'équivalents temps plein octroyés tel qu'il est fixé par les décisions d'octroi actuelles. Si vous avez plusieurs décisions d'octroi, bien évidemment, le nombre minimum de TP prévu par chaque décision sera sommé pour aboutir au volume de l'emploi pérennisé à respecter pour la nouvelle subvention. Alors, vu qu'il n'y a plus de points APE affectés sur la tête des travailleurs, comment déterminer les travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée à l'employeur? Eh bien, une liste sera disponible et tenue par le Forem, mise à disposition aussi par le Forem à destination des employeurs. Monsieur Frédéric aura l'occasion d'y revenir dans la suite de l'exposé. Et donc, cette liste, elle va reprendre les travailleurs qui sont considérés comme bénéficiaires de la subvention APE. Figureront sur cette liste de manière automatique, elle sera mise à disposition par le Forem, et dans cette liste figurera au 1er janvier 2022 tous les travailleurs APE, mais également
travailleurs qui bénéficiaient d'une subvention CPE ou emploi jeune non marchand, qui étaient occupés par l'employeur au 31 décembre 2021. Ce qui veut dire que figureront sur la liste tous vos travailleurs APE actuels, à condition bien évidemment qu'ils soient toujours occupés au 31 décembre 2021. Évidemment, cette liste peut évoluer. Hein. Les employeurs connaîtront des modifications dans la structure de leur personnel. Lorsque un travailleur qui figure sur la liste quitte l'entreprise, il devra en être retiré. Mais l'employeur aura également la possibilité d'inscrire de nouveaux travailleurs sur cette liste, à condition que le travailleur que l'employeur souhaite ajouter sur la liste soit bien à la veille de son engagement en demandeur d'emploi inoccupé. C'est la même règle qu'actuellement. Il n'y aura plus de passeport APE, mais l'employeur aura toujours la possibilité, via une banque de données mise à disposition par le Forum, de vérifier que le travailleur, excusez-moi, qu'il souhaite engager est bien demandeur d'emploi inoccupé à la veille de son engagement. À nouveau, M. Frédéric aura l'occasion d'y revenir dans son exposé. Et donc, le volume de l'emploi pérennisé, il sera contrôlé, mais vous pouvez quand même avancer, on avait fini, il sera contrôlé bien évidemment sur base de cette liste des travailleurs pour laquelle la subvention est octroyée, mais j'aurai à nouveau l'occasion d'y revenir dans le cadre de l'explication des règles sur le contrôle des volumes de l'emploi. Alors, expliquer comment était fixé le volume de l'emploi pérennisé à respecter. À côté de ce volume de l'emploi pérennisé à respecter, il y a également le volume global de l'emploi de référence. Alors ici, c'est un peu l'équivalent de ce qu'est aujourd'hui l'effectif de référence, mais c'est quand même aussi différent. Donc aujourd'hui, l'effectif de référence ne comptabilise que les fonds propres purs. Si vous engagez quelqu'un en Activa, par exemple, il n'est pas comptabilisé dans le volume global, dans l'effectif de référence actuellement. Et donc, en ce sens, le VGE de référence est différent car il va reprendre tous les travailleurs, quel que soit le statut dans lequel ils sont occupés. Évidemment, sont exclus, par exemple, les apprentis, mais donc toutes les personnes qui sont engagées sous contrat de travail seront repris dans le volume global de l'emploi de référence. Que ce travailleur soit financé par l'APE, en fonds propres ou via d'autres subventions, ils seront tous repris dans le volume global de l'emploi de référence. Alors, ce volume global de l'emploi de référence, comment va-t-il être calculé? À nouveau, toujours avec cet objectif de représentativité, il sera calculé sur base du nombre moyen de travailleurs qui étaient occupés sous contrat, tout poste confondu, au cours des années de référence 2017, 2018 et 2019. Pourquoi calculer ce VGE de référence sur base des années 2017, 2018 et 2019? À nouveau pour une question de disponibilité des données, pour assurer un lissage et donc un volume global de l'emploi de référence qui soit représentatif du volume de l'emploi de l'employeur, et par ailleurs parce que les années 2020 et 2021 ont été fortement impactées par la crise Covid, et donc surtout l'année 2020, et donc ont pu impacter de manière parfois différente certains employeurs, soit à la hausse, soit à la baisse, avec pour effet que le volume global de l'emploi, s'il était calculé sur base de ces années-là, pourrait être considéré comme non représentatif de la situation normale de l'employeur. Alors, bien évidemment, il y a des règles particulières en cas d'inactivité de l'employeur durant les années de référence. Dans ce cas-là, c'est calculé en fonction du nombre de trimestres au cours duquel l'employeur a bénéficié de la subvention. Et à nouveau, si l'employeur en a bénéficié pendant moins de 12 mois de la subvention durant les années de référence, alors le volume global de référence sera calculé sur base du nombre moyen de travailleurs occupés entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. Alors, évidemment, parfois, entre la situation des années de référence et 2021, veille de la réforme, il se peut que la structure du personnel ait quand même été modifiée pour des raisons tout à fait légitimes. Et donc, il convient de permettre aux employeurs de pouvoir faire reconnaître cette évolution légitime du volume global, de son volume global de l'emploi. Et donc, chaque employeur aura la possibilité, jusqu'au 30 septembre 2022, de demander au Forum le recalcul de son volume global de l'emploi de référence qui sera alors établi sur base du nombre moyen de travailleurs occupés au cours de l'année 2021.
C'est un choix de l'employeur, mais donc l'employeur qui souhaite faire modifier son VGE de référence calculé sur base des années 2017, 2018 et 2019, car il l'estime comme non représentatif ou ne correspondant pas à l'évolution de son volume de l'emploi entre ces années de référence et 2020-2021, enfin 2022, pourra demander le recalcul de son VGE sur base des années 2000, sur base uniquement de l'année 2021 et du nombre moyen de travailleurs occupés par l'employeur. Petite précision encore, ce volume est établi sur base du nombre théorique de travailleurs occupés sous contrat de travail et donc indépendamment des prestations effectives du travailleur. Et c'est bien évidemment également sur cette base que ce volume sera contrôlé. On compare des pommes avec des pommes et pas des pommes avec des poires. Alors, outre cette possibilité de recalcul du volume global de l'emploi de référence, l'employeur aura également la possibilité de demander une modification de son VGE dans deux situations spécifiques. Premièrement, il y aura une possibilité, donc à tout moment, l'employeur pourra demander une modification de son VGE de référence s'il y a une scission ou une cession d'activité ou d'une branche d'activité vers un autre employeur, sans que cette cession ne se fasse dans le cadre d'une cession de la subvention APE. Quand la cession se réalise dans le cadre d'une cession de la subvention APE, l'impact est déjà pris en compte dans le volume, le VGE de référence est déjà modifié dans le cadre de la cession. Mais on pourrait imaginer des scissions ou cessions d'activité qui se font sans cession de points APE par l'employeur qui cède ses activités ou une branche de ses activités. Et dans ce cas-là, vu qu'il n'y a pas de cession de la subvention APE, donc plus des points, une cession de subvention au 1er janvier 2022, vu qu'il n'y a pas de cession, le VGE n'est pas modifié. Pourtant, cette cession peut évidemment impacter le volume global de l'emploi de référence de l'employeur et donc, dans ce cas-là, il y a la possibilité d'introduire une demande de modification du VGE. Cette demande sera analysée en fonction de deux critères principalement. Premièrement, le premier critère, c'est quel est l'impact sur l'emploi. Est-ce que les travailleurs qui étaient occupés pour les activités qui sont cédées sont-ils repris par le nouvel employeur? Deuxième élément, pris en compte pour déterminer l'octroi de la demande de modification du VGE. Est-ce que les travailleurs qui sont visés par l'activité qui est cédée, qui étaient occupés sur l'activité qui est cédée, étaient des travailleurs pour lesquels l'employeur bénéficiait de la subvention APE? Il y a une deuxième possibilité d'obtenir une modification du VGE de référence. C'est lorsque l'employeur a, durant 2 années consécutives, obtenu une dérogation à l'obligation du maintien de VGE de référence. Comme je vous l'expliquerai dans la dia suivante, lorsque l'employeur faut encore attendre avant de passer à la dia suivante, lorsque l'employeur a obtenu 2 dérogations consécutives, lorsqu'on contrôlera le VGE de référence plutôt, en cas d'indu constaté, en cas de non-respect du VGE de référence, la subvention sera récupérée à due proportion du non-respect du VGE de référence. Mais néanmoins, il y a une possibilité de dérogation sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. Lorsque l'employeur a obtenu 2 dérogations consécutives à l'obligation, il a la faculté de demander une modification définitive de son volume global de l'emploi de référence lorsque les circonstances qui ont justifié l'octroi de la dérogation durant 2 années consécutives sont des circonstances pérennes. À partir du moment où des circonstances pérennes, une perte de subvention émanant des pouvoirs publics en cas fortuit, justifie l'octroi de la dérogation et que ces circonstances sont définitives ou pérennes dans le temps, on ne va pas demander chaque année à l'employeur de venir demander une dérogation et donc il aura la possibilité de demander une modification du volume global de l'emploi de référence. On peut maintenant passer à la dia suivante. Alors, ces volumes de l'emploi qui sont fixés selon les modalités que je viens de vous expliquer, ils vont être contrôlés chaque année par le Forum. Ce contrôle, il va intervenir l'année qui suit, l'année concernée par le contrôle. Concrètement, en 2022, vous allez percevoir une nouvelle subvention et en 2023, le Forum vérifiera que vous avez respecté en 2022 à la fois le volume de l'emploi pérennisé et le volume global de l'emploi de référence. Alors, en termes de modalités de contrôle, seront prises en compte dans le cadre de ces contrôles tous les travailleurs qui sont occupés, en ce compris les périodes non rémunérées, principalement les périodes de suspension légale du contrat de travail,
en cas de maladie, en cas d'interruption de carrière, en cas de congé parental, ces périodes durant lesquelles le travailleur n'est pas effectivement occupé, il est toujours sous contrat, mais il ne réalise pas de prestations effectives, en tout cas, ces périodes sont comptabilisées et donc n'impacteront pas négativement le contrôle du volume de l'emploi. Si vous avez un travailleur qui est occupé à temps plein et qu'il a été absent pendant 4 mois sans être remplacé, il a été absent pendant 4 mois, donc en prestation effective, c'est 2 tiers, donc c'est 0,66 équivalent temps plein, va-t-on dire. Mais néanmoins, il sera donc bien comptabilisé comme en équivalent temps plein et non pas 0,66 ETP dans le cadre du contrôle du volume de l'emploi. Les périodes d'absence, les périodes de suspension légale du contrat sont donc immunisées dans le contrôle des volumes de l'emploi pérennisé et du VGE de référence. Alors, la manière dont ce contrôle va être réalisé va néanmoins se différencier selon qu'on est sur le volume de l'emploi pérennisé ou le VGE de référence. Pour le volume de l'emploi pérennisé, le contrôle est réalisé par le Forem sur la base de la liste des travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée. Le Forem vérifiera donc en 2023, pour l'année 2022, que le nombre de travailleurs qui a été occupé et qui figure sur la liste des travailleurs APE dont je vous ai parlé est au moins égal au volume de l'emploi à minimum à respecter. Concernant le VGE de référence, là, le contrôle ne s'effectue pas sur la liste des travailleurs APE, bien évidemment, il s'effectue sur base des données disponibles auprès de l'ONSS, avec un contrôle qui se réalise en 2 phases. Au 30 juin de l'année 2023, pour toujours rester dans un exemple concret, le Forem va vérifier le respect du maintien du VGE de référence pour l'année 2022. Au 30 juin, il va envoyer le résultat d'un premier contrôle à l'employeur qui sera effectué sur base des données qui sont disponibles auprès de l'ONSS et arrêté au 30 juin 2023. Donc, ce résultat sera communiqué à l'employeur qui aura une idée ainsi du VGE de son volume global de l'emploi pour l'année 2022 et du respect ou non de son VGE de référence au regard du nombre de travailleurs à respecter tel que fixé par ce dernier. Et donc, si l'employeur estime qu'il y a des éléments qui n'ont pas été pris en compte ou des déclarations qui n'auraient peut-être pas été correctes au niveau de l'ONSS, l'employeur sera invité à faire corriger ces déclarations auprès de l'ONSS pour que le Forem puisse les prendre en compte lors du contrôle définitif, qui interviendra d'ailleurs au 30 septembre 2023, toujours dans l'exemple qui est utilisé. Et donc, par ailleurs, si l'employeur estime qu'il y a des données qui devraient être prises en compte, mais qui ne seraient pas disponibles au niveau de l'ONSS, ce qui en principe ne devrait pas être le cas, mais on ne sait jamais. Et bien dans ce cas-là, l'employeur pourra faire valoir ces données qui ne seraient pas prises en compte auprès du Forem, qui va vérifier si effectivement ce sont des données qui ne sont pas disponibles auprès de l'ONSS et qui, s'il est vérifié s'il est effectivement pertinent de les prendre en compte, sachant qu'on contrôle le volume global sur base de l'emploi théorique et donc en immunisant les périodes de maladie, d'interruption de carrière, de congé parental. Au 30 septembre, excusez-moi, 2023, donc de l'année qui suit le contrôle, donc notre exemple 30 juin 2023, 30 septembre 2023, le calcul définitif sera réalisé par le Forem, toujours sur base des données ONSS, arrêtées cette fois-ci non plus au 30 juin, mais au 30 septembre, bien évidemment, et en tenant éventuellement compte des données transmises par l'employeur qui devraient être prises en compte dans le cadre du contrôle et qui ne seraient pas disponibles auprès de l'ONSS. À nouveau, en principe, ce n'est pas le cas, mais la faculté est prévue au cas où une donnée ne serait pas disponible et n'aurait pas été envisagée initialement. On va passer à la dia suivante. Alors, que va-t-il se passer en cas de non-respect des volumes de l'emploi? Que ce soit pour le volume de l'emploi pérennisé ou pour le VGE de référence, en cas de non-respect, il y aura une récupération à due proportion du non-respect du volume de l'emploi pérennisé ou du volume global de l'emploi de référence. Alors, il y a quand même des distinctions entre le VGE de référence, entre le contrôle du VGE et le contrôle du volume de l'emploi pérennisé.
premier élément sur lequel il convient d'insister, c'est que dans tous les cas, si un indu est constaté à la fois dans le cadre du contrôle du volume de l'emploi pérennisé et à la fois dans le cadre du contrôle du volume global de référence, seul le montant le plus important des deux sera récupéré. Il n'y aura pas donc de cumul des récupérations en cas d'indu à la fois dans le cadre du contrôle du volume de l'emploi pérennisé et dans le cadre du volume global de l'emploi de référence, pas de cumul des récupérations. Donc, seul le montant le plus important des deux sera récupéré. Alors, concernant le volume global de l'emploi pérennisé, en cas de non-respect, il sera récupéré à due proportion. Il n'y a pas de seuil de tolérance en cas de non-respect du volume de l'emploi pérennisé. Et donc, il y a néanmoins, s'il n'y a pas de seuil de tolérance, il y a néanmoins une possibilité de dérogation lorsque le non-respect du volume de l'emploi pérennisé trouve son origine dans le délai de remplacement qui est raisonnablement nécessaire pour pourvoir au départ d'un travailleur de la liste ayant définitivement quitté l'entreprise. Si le délai de remplacement de ce travailleur constitue l'origine principale du non-respect du volume de l'emploi pérennisé, l'employeur pourra introduire une demande de dérogation. Cette demande de dérogation, elle sera analysée et traitée en fonction notamment, bien évidemment, vérifier que c'est bien suite au délai de remplacement que le non-respect du volume de l'emploi pérennisé à respecter trouve son origine. Et par ailleurs, on tiendra également compte de la proximité entre le volume de l'emploi minimum à respecter au niveau des travailleurs APE et la valeur de la variable D qui a été utilisée pour la fixation de la nouvelle subvention. Étant entendu qu'un employeur qui avait une décision reprenant 5 ETP octroyés, 5 ETP correspondant alors au volume de l'emploi pérennisé à respecter. Si l'employeur, via la gestion de points, avait 15 travailleurs APE, donc 15 équivalents temps plein réalisés en APE, utilisant la formule de calcul, il est bien évident que le non-respect du volume de l'emploi pérennisé ne s'analyse pas de la même façon que pour un employeur qui avait 5 ETP octroyés et qui avait 5 ETP réalisés. Donc cet élément pourra être pris en compte pour l'octroi de la dérogation. Pour le volume global de l'emploi, il y a plus de souplesse. Premièrement, il y a un seuil de tolérance. Donc, en dessous de 10% de non-respect, voire 20% pour les plus petites structures, à savoir les structures de moins de 5 travailleurs, l'obligation de maintien du volume global de l'emploi de référence est automatiquement réputée remplie. Si il y a un non-respect qui est au-delà du seuil de tolérance, la différence entre la différence entre le seuil, le montant, le taux du volume de l'emploi et le volume global de l'emploi de référence sera récupéré à due proportion, mais en tenant compte de la tolérance qui est applicable. Je vais prendre un exemple. Je suis un employeur, j'ai un VGE de référence, j'ai plus de 5 travailleurs, j'ai donc un seuil de tolérance de 10%. Si j'ai mon volume global de l'emploi pour l'année 2022, au moment de son contrôle, on constate qu'il n'y a plus que 85% du VGE de référence. On est au-delà du seuil de tolérance et donc 5% de la subvention est potentiellement récupérable au titre du contrôle du volume global de l'emploi de référence. Et non 15%, donc on tient bien compte du seuil de tolérance également au niveau de la récupération. Alors, si il y a un indu qui est constaté en raison du non-respect au-delà du seuil de tolérance du VGE de référence, il y a néanmoins toujours une possibilité de dérogation. La possibilité de dérogation ici est plus large que celle que je vous ai présentée pour le volume de l'emploi pérennisé, sachant que cette dérogation, elle peut être ici demandée dans 3 cas différents. Le cas fortuit, la perte de subvention émanant des pouvoirs publics, ou à nouveau, là, c'est la même chose que pour le volume de l'emploi pérennisé, dans le cas où le non-respect du VGE de référence trouve son origine dans le délai raisonnablement nécessaire pour pouvoir au remplacement d'un travailleur ayant définitivement quitté l'entreprise. Petite information complémentaire, quel est le délai raisonnable? Le délai raisonnable est un délai de 6 mois pour pouvoir au remplacement, qui peut être prolongé à 8 mois
lorsque le délai de 6 mois comprend les mois de juillet et août, un peu selon la même logique que celle actuellement applicable dans le cadre du dispositif APE tel qu'il existe actuellement. Donc, la demande de dérogation pourra être octroyée, pourra être demandée, elle sera traitée par le Forum et une décision sera prise par la ministre de l'Emploi. Ici, à partir du moment où il y a démonstration d'un cas fortuit d'une perte de subvention ou du fait que le non-respect trouve son origine dans le délai de remplacement, la dérogation sera octroyée par la ministre. Alors, lorsque on a dû constater qu'aucune dérogation n'est octroyée, l'aide indûment perçue est bien évidemment récupérée. Cette récupération se fera par compensation échelonnée sur les 12 mois de l'année qui suit l'année concernée par le contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on reprend toujours l'exemple de base, prestation 2022, contrôle en 2023 et donc récupération en 2024. Comment cette récupération va-t-elle s'opérer? Ce sera une récupération par compensation, mais qui va être échelonnée sur les 4 tranches trimestrielles de la subvention. Donc, comme je l'ai dit, demain, la subvention sera liquidée en tranches anticipatives, les 4 tranches. Et donc, si vous avez par exemple un indu de 20 000 euros qui est constaté à la suite des contrôles, on va diviser 20 000 euros par le nombre de tranches et pour chaque tranche, on va réduire donc la tranche de 5 000 euros correspondant à la compensation de l'indu qui est échelonné sur les 4 tranches. Dernier élément, lorsque l'employeur n'a pas respecté son VGE de référence durant 3 années consécutives, la part de la subvention qui correspond au non-respect du VGE qui s'est répété durant ces 3 années sera définitivement perdue dans le chef de l'employeur. Prenons l'exemple de tantôt. En 2022, j'ai un volume de l'emploi qui correspond à 80% de mon VGE de référence, 85 en 2023 et de nouveau 80 en 2024. Le montant qui sera récupéré sera donc calculé sur base des 85%, vu que la répétition qui s'est répétée pendant 3 années consécutives, c'est 15% et non 20%. Évidemment, ici, par contre, la perte de subvention, elle sera calculée sur base sans tenir compte du seuil de référence. Et donc, dans le cas que je viens d'expliquer, 15% de la subvention sera définitivement perdue, en conséquence de quoi le volume de l'emploi respecté et le volume global de l'emploi de référence seront également réduits de 15%. On va passer à la diapositive suivante. Alors, outre le contrôle des volumes de l'emploi, il y aura bien évidemment aussi un contrôle du coût effectivement supporté. C'est un principe général de droit. Le montant de la subvention qui est octroyée ne peut jamais être supérieur au montant de l'activité qui est subventionnée. En l'occurrence ici, la rémunération et les coûts salariaux des travailleurs de la liste que je vous ai présentée précédemment. Alors, donc chaque année, à nouveau, c'est la même logique que pour les contrôles des volumes de l'emploi. Ce contrôle du coût effectivement supporté sera réalisé l'année qui suit l'année contrôlée. Donc, l'année 2022 sera contrôlée en 2023. Ce contrôle s'opérera en plusieurs phases. Il y aura d'abord un premier contrôle sur base des données LSS disponibles au 30 juin. Alors, que va reprendre ce contrôle? Le Forum va déterminer le coût supporté sur base des données disponibles auprès de l'ONSS. Donc, comptabiliser la rémunération, le pécule, la prime de fin d'année et bien évidemment les cotisations de sécurité sociale, vu qu'il n'y a plus de réduction de cause. Alors, ces données seront disponibles auprès de l'ONSS. Il y a également 4 autres dépenses qui peuvent être prises en compte. C'est les frais de transport, les titres repas, les frais d'assurance, les frais de secrétariat sociaux, mais également les frais liés à l'assurance accident du travail et à la médecine du travail. Ces 4 éléments-là ne sont pas disponibles auprès de l'ONSS. Donc, le premier contrôle, il sera basé sur base des données disponibles au niveau de l'ONSS, auxquelles nous ajouterons un forfait de manière automatique, un forfait pour les frais de secrétariat sociaux et les frais liés à l'assurance accident du travail et à la médecine du travail. Et donc, ces frais seront déterminés sur base d'un forfait qui sera automatiquement comptabilisé, qui viendra s'ajouter
au montant supporté, calculé sur base des données disponibles auprès de l'ONSS, reprenant pour rappel la rémunération, la prime, la pécule et les cotisations de sécurité sociale. Ce résultat sera communiqué à l'employeur. Si, sur base de ces éléments, il n'y a pas d'indu, le contrôle est terminé et l'employeur est informé qu'aucun indu n'a été constaté dans son chef. Si par contre, à la suite de ce premier contrôle, le montant de la subvention perçue est supérieur au coût, aux dépenses connues par le forum à la suite du premier contrôle, l'employeur sera invité à envoyer ses dépenses relatives aux frais de transport et au titre repas. S'il estime qu'au niveau des rémunérations, cotisations, primes de fin d'année, pécule, il y a quelque chose qui ne va pas, dans ce cas-là, il faut aller modifier au niveau de l'ONSS les informations qui ont été déclarées à ce dernier, car c'est toujours au départ de l'ONSS que le contrôle s'opérera, en ce compris le contrôle définitif. Par contre, pour les 4 autres dépenses qui ne sont pas disponibles auprès de l'ONSS, l'employeur pourra envoyer ces dépenses accompagnées de la preuve, à savoir les frais de transport et les titres repas pour la valeur patronale. Et par ailleurs, l'employeur a également la possibilité de, entre guillemets, réaliser un système de frais réels en lieu et place du forfait qui est calculé pour les frais de secrétariat sociaux et les frais de médecine du travail, d'accident du travail. L'employeur pourra faire part de ses dépenses jusqu'au 30 septembre de l'année 2023, hein, toujours dans l'optique d'un contrôle de la subvention 2022, et le contrôle définitif sera réalisé par le forum sur base des données NSS disponibles et arrêtées cette fois non plus au 30 juin mais au 30 septembre, et également des dépenses qui auront été introduites par l'employeur et validées par le forum. À nouveau, au niveau de la récupération, si indu il y a, il sera récupéré par compensation échelonné sur les 4 tranches trimestrielles de l'année suivante. On va passer la dia. Alors, au niveau des sessions de points, concernant les sessions de points, il faut distinguer deux choses. Tout d'abord, concernant les sessions qui étaient en cours au 30 septembre 2021. Donc, les sessions qui sont actuellement au niveau de la formule de calcul, comment sont-ils pris en compte? Eh bien, au niveau de la formule de calcul, les points cédés sont comptabilisés dans le chef du cessionnaire. Ils sont comptabilisés dans le chef du cessionnaire, mais ils sont ensuite rapatriés dans le chef de l'employeur qui a cédé les points. Ce qui est logique, ce sont des décisions, des cessions à durée déterminée, donc, dont la subvention doit revenir à l'employeur cédant, vu qu'il ne s'agit pas de cession définitive. Pour info, certains employeurs ont par le passé bénéficié de cessions définitives. Là, les points qui ont été cédés définitivement sont considérés non plus comme des points cédés dans le cadre de la formule de calcul, mais comme des points octroyés directement à l'employeur qui a bénéficié de manière définitive de ces points cédés. Lorsque la cession est temporaire, donc les points sont calculés dans le chef de l'employeur cessionnaire et sont ensuite rapatriés dans le chef du cédant. Néanmoins, chaque employeur qui a des points cédés à la veille de la réforme a la faculté de maintenir la cession de points et de la convertir en une cession de subvention dans le cadre du niveau dispositif dès le 1er janvier 2022. Donc, chaque employeur cédant a reçu, M. Frédéric aura l'occasion d'y revenir, en courrier, l'informant de cette faculté qui lui était offerte, et chaque employeur qui utilisera cette faculté verra sa subvention qui est recalculée en intégrant les points cédés. Cette subvention va être recalculée, cette subvention est fixée, comme vous l'expliquiez, dans le cadre de la formule de calcul, et ensuite, une partie de cette subvention sera automatiquement cédée à l'employeur qui était cessionnaire à la veille de l'entrée en vigueur de la réforme, et ce de manière à garantir la continuité des services des employeurs cessionnaires au 1er janvier 2022. Outre ce cas particulier du maintien des cessions existantes et de leur conversion en une cession de subvention, il y aura également, à partir du 1er janvier, enfin, plutôt à partir du second semestre 2022, trimestre, excusez-moi, 2022, il y aura la possibilité de faire de nouvelles cessions de subvention. Évidemment, en cas de cession de subvention, une partie des obligations en matière de volume de l'emploi pérennisé et de VGE de référence sont transférées à l'employeur cessionnaire. Et donc, l'employeur cessionnaire aura également un volume de l'emploi pérennisé à respecter et un volume global de l'emploi de référence à respecter, bénéficier de sa subvention, de la cession de subvention. On peut passer à la dia suivante.
si ça bloque. Alors, quelques dispositions réglementaires diverses. Donc, au niveau de l'indexation, la nouvelle subvention sera indexée selon la même logique que la logique d'indexation actuelle du point. Au niveau de la liquidation de la subvention, je ne reviens pas, je l'ai déjà expliqué, c'est une liquidation forfaitaire en 4 tranches de 25%, qui seront liquidées au début de chaque trimestre, ou plus tard pour le 25e jour du premier mois du trimestre concerné, de manière à s'assurer que l'employeur dispose de la trésorerie nécessaire au paiement des rémunérations. Au niveau des obligations, on retrouve les mêmes obligations que dans le cadre du dispositif actuel. Et comme actuellement, en cas de non-respect de ces obligations, il peut y avoir une sanction qui est prise par la ministre après que l'employeur ait fait part de ses moyens de défense et le cas échéant ait été entendu par la commission interministérielle qui reste en place, même si sa composition est légèrement revue. Et donc, la ministre pourra, sur proposition de la commission interministérielle, sanctionner le non-respect par un employeur des obligations qui sont prévues par la réglementation. Pour rappel, ce sont les mêmes obligations qu'actuellement, le respect des législations sociales, fiscales, environnementales, l'obligation de disposer du matériel nécessaire, octroyer une rémunération conforme au barème applicable à l'employeur pour le métier concerné, etc. Le cadastre, donc il y aura encore un cadastre qui sera mis à jour annuellement par le Forum et qui sera publié sur son site, je l'ai déjà évoqué. En outre, chaque employeur aura, comme aujourd'hui, l'obligation de fournir un rapport d'exécution dans lequel il devra préciser à quelles activités sont affectés les travailleurs pour lesquels la subvention est octroyée. Sera sur base de ce rapport d'exécution. Un rapport d'évaluation sera réalisé par le Forum et sera transmis, donc un rapport d'évaluation biannuel, et sera transmis par le Forum pour validation à la CIM, à la commission interministérielle. Rapport d'évaluation qui sera ensuite transmis au Parlement et aux membres du gouvernement. Enfin, je l'ai déjà dit, le Forum devient le gestionnaire unique du dispositif. Aujourd'hui, l'administration, service public de Wallonie s'occupe de l'octroi, le Forum gère l'exécution des décisions. Demain, l'ensemble du dispositif sera géré par le Forum exclusivement. C'est la dia suivante. Alors, quelques mots sur le nouveau dispositif, enfin, excusez-moi, sur la possibilité de créer de nouveaux emplois. Donc, on a évidemment beaucoup évoqué dans la présentation la pérennisation des emplois actuellement octroyés aux employeurs qui sont bénéficiaires de l'APE actuellement. À côté de ça, le décret prévoit la faculté, la possibilité de créer de nouveaux emplois au travers d'un mécanisme d'appel à projet. Alors, premier objectif de cette possibilité de créer de nouveaux emplois via les appels à projets, ça vise à garantir un engagement qui a été du gouvernement et de la ministre que tous les moyens qui seraient non consommés, donc on garantit le maintien de l'enveloppe globale et son affectation à l'emploi, non marchand et pouvoir locaux, et donc tous les moyens qui sont non consommés seront réaffectés à la création de nouveaux emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires fixés par la région wallonne. Ce sera toujours, bien évidemment, pour l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés. L'aide APE reste un programme de résorption du chômage tel que visé par la Constitution, par la loi spéciale plutôt, excusez-moi. Alors, donc, s'il y a des moyens qui sont non consommés, ben, dans quel cas, ben, s'il y a des récupérations, c'est au contrôle des volumes de l'emploi, mais également dans le cas où un employeur disparaît, une partie de la subvention n'est plus utilisée, et donc les subventions qui ne sont pas utilisées, le non consommé, sera réaffecté à la création de nouveaux emplois. La région wallonne, le gouvernement wallon aura également la possibilité de créer des nouveaux emplois en déployant de nouveaux moyens budgétaires visant à créer, à mettre en place des appels à projets spécifiques visant à répondre à un besoin sociétal qui est jugé prioritaire par la région wallonne. Par exemple, on pourrait imaginer que si
Donc, ça ne soit pas le cas, on revive une crise sanitaire ou des inondations comme elles ont été connues. Le gouvernement pourrait dégager des nouveaux moyens pour créer, par exemple, des emplois au niveau des pouvoirs locaux pour pallier aux conséquences des inondations ou au profit du non-marchand des pouvoirs locaux si, suite à la crise sanitaire, on voulait favoriser l'engagement de personnel au sein de ces structures. Donc, cette possibilité existera toujours. Les appels à projets seront automatiquement faits avec les moyens récupérés et d'autres appels à projets pourront être prévus pour la création de nouveaux emplois. Vu qu'il y a un focus sur l'accueil de l'enfance, pourront notamment bénéficier pourraient bénéficier de ces appels à projets ou d'un subventionnement pour la création de nouveaux emplois des employeurs en cas de nouvelles conventions entre la région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles visant la création de nouvelles places d'accueil. Donc, on pourrait avoir un système qui est similaire à ce qui avait lieu par le passé et simplement, ça ne sera plus octroyé via forme de points, mais on pourrait lancer un appel à projet visant à octroyer une subvention à tous les employeurs qui auraient été sélectionnés dans le cadre de la programmation, dans le cadre d'un appel à projet conjoint pour la création de nouvelles places d'accueil qui serait mené par l'OND suite à un accord entre la région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, voilà, alors comment ces appels à projets vont fonctionner? Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, surtout que je vois que le temps avance. Donc, ces appels à projets, ben, en gros, c'est très simple. Il y a une demande qui devrait être introduite auprès du Forum. Il y aura des conditions. Chaque appel à projet fera l'objet d'un arrêté ministériel et qui prévoira les conditions essentielles de l'appel, le budget alloué à l'appel à projet, le montant par équivalent temps plein qui peut être octroyé, les conditions d'admissibilité des employeurs, les conditions d'éligibilité et, le cas échéant, les critères de sélection des différents projets. Ensuite, la demande est introduite selon les modalités fixées par cet arrêté ministériel. L'appel à projet sera publié sur le site internet du Forum et tout employeur pourra introduire une demande auprès du Forum via son espace personnel. Frédéric aura l'occasion de revenir sur l'espace personnel dans quelques instants. Alors, la demande sera traitée, vérification des conditions d'admissibilité. Si la demande est recevable, les conditions d'éligibilité seront analysées. Ensuite, il faudra distinguer deux possibilités. Soit l'appel à projet permet de financer tous les bénéficiaires potentiels de l'appel, et dans ce cas-là, dès que les conditions d'éligibilité sont rencontrées, la subvention est octroyée. Soit le budget alloué ne permet pas de subventionner l'ensemble des bénéficiaires potentiels de l'appel à projet. Et dans ce cas-là, les projets seront traités et sélectionnés à l'échéance de la durée de l'appel à projet et seront classés en fonction des critères de sélection fixés par l'arrêté ministériel. Seuls dans ce cas-là bénéficieront de la subvention les employeurs répondant aux conditions d'éligibilité et classés en ordre type.